À tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce congrès pour leur invitation, donc à vous parler ce matin des fins de vie aujourd'hui. Et en guise d'introduction, je vous propose de réfléchir justement au sens même de ce titre, les fins de vie aujourd'hui. Donc, il s'agit bien de parler de la vie. On aurait en effet très bien pu choisir un autre thème qui aurait été la mort aujourd'hui. Mais les fins de vie, ça n'est pas la mort. Et comme nous le dit Épictète, qui est un philosophe stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ, la mort ne me concerne pas, puisque tant que je vis, la mort n'est pas, et que quand la mort est, je ne suis plus. Donc ce qui caractérise la fin de vie, c'est d'abord et avant tout la vie, mais c'est la vie qui est marquée par la proximité de la mort. Et c'est ça qui fait que cette singularité, cette particularité de la fin de vie. Et qu'est-ce que on vit, qu'est-ce qui marque cette proximité avec la mort? Eh bien là, on se réfère encore à Épictète. Il nous dit, ne sais-tu pas que la source de toutes les misères du monde, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort. Ce qui marque cette proximité avec la mort, c'est cette crainte face à cet inconnu, face à ce mystère qu'est la mort. Mais un autre élément qui me semble essentiel de comprendre lorsqu'on parle des fins de vie, c'est que la fin de vie, par définition, est intrinsèquement liée à une souffrance qui est fondamentalement une souffrance globale. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce qu'en réalité, cette souffrance globale liée à la fin de vie, elle est universelle. Alors de quoi souffre-t-on? Tout d'abord, il y a cette souffrance physique. Mais pourquoi est-ce qu'on meurt? On meurt parce qu'on est atteint d'une maladie grave, d'une maladie incurable, d'une maladie qui évolue et qui fait que notre corps se dégrade progressivement, que l'on perd ses forces. Cette maladie qui alors, elle va s'exprimer par des symptômes qui peuvent être des symptômes inconfortables. Le patient devient de plus en plus dépendant. Et donc il y a au départ cette souffrance physique qui est liée à la fin de vie par l'évolution de la maladie. Et puis il y a une souffrance psychologique. Parce que, on l'a dit, il y a cette crainte de la mort. Il peut y avoir une forme de dépression réactionnelle à la situation de cette vie qui va s'achever. Il y a une souffrance sociale, parce que la maladie fait que le patient il perd son statut social. Ses liens avec ses proches, avec sa famille sont modifiés. Et puis surtout, ce lien, il est appelé à être rompu. Et enfin, il y a une souffrance spirituelle, au sens de ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire cette recherche d'un sens. Et est-ce que justement, en fin de vie, il n'y a pas fondamentalement cette question du sens? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens aussi de la mort, de ma mort? Et donc on comprend qu'à la fois, il y a lié à cette situation de fin de vie une souffrance globale, qui est universelle, mais qui est aussi fondamentalement singulière, c'est-à-dire que la réalité de cette souffrance, elle est vécue par chaque patient pour lui-même. Et c'est là l'importance d'avoir choisi dans ce titre, non pas la fin de vie aujourd'hui, mais les fins de vie aujourd'hui, en reconnaissant cette singularité de chaque patient. Mais il s'agit d'en rendre compte aujourd'hui. Est-ce que terminer sa vie aujourd'hui est différent de ce que cela pouvait être hier? Est-ce que cela sera différent pour nos enfants, pour ceux qui mourront dans quelques siècles? Alors vous voyez qu'un simple aperçu sur le schéma que je vous présente là, qui est l'évolution de l'espérance de vie au cours des siècles, on voit que cette évolution, elle est linéaire, constante, et de cette façon, au XVIIIe siècle, on avait une espérance de vie en naissant qui était d'environ 30 ans. Aujourd'hui, notre espérance de vie à notre naissance était d'environ 80 ans. On peut intuitivement se dire que mourir aujourd'hui à 80 ans est différent de ce que c'était hier à 30 ans, et on le disait hier par exemple parce que les maladies qu'on va rencontrer vont être différentes à ces âges-là. Mais qu'est-ce qui caractérise les conditions de la fin de vie aujourd'hui? Est-ce que ces conditions qu'est-ce qui les caractérise aujourd'hui? J'ai retenu 2 points. Le premier, c'est cette importance du rôle de la médecine aujourd'hui en fin de vie. Cette place importante qu'a la médecine moderne, qui se veut une médecine curative. Or, ce statut de médecine curative, il est fondamentalement très récent
dans l'histoire de la médecine. Il date du début du XXe siècle, où a eu lieu une véritable révolution thérapeutique. Des moyens médicamenteux, des moyens techniques ont rendu des choses qui jusque-là étaient impossibles et les ont rendues possibles. La médecine, qui était jusque-là plutôt contemplative, si vous me permettez de le dire comme ça, est devenue curative. Mais malheureusement, dans la deuxième partie du XXe siècle, dans l'après-guerre, il y a eu des dérives de cette médecine curative avec ce qu'on a appelé l'acharnement thérapeutique. Qu'est-ce que c'est l'acharnement thérapeutique? C'est cette idée de la médecine dont le but serait de maintenir la vie jusqu'au bout par tous les moyens, en sachant que ils sont de plus en plus nombreux, et quel qu'en soit le prix, notamment pour le patient, et notamment par rapport à son confort. D'où le deuxième élément important qui caractérise la fin de vie aujourd'hui, c'est le développement des soins palliatifs. En réponse, en quelque sorte, à cette dérive de l'acharnement thérapeutique, les soins palliatifs souhaitant mettre l'accent sur cette parole du patient, sur l'autonomie du patient, aussi sur sa singularité, avec cette recherche du meilleur confort possible en fin de vie. Et avec aussi des questions. Jusqu'où aller pour soulager le patient? Jusqu'où aller dans le respect de son autonomie? Ce qui amène à des questions de société, on l'a vu hier aussi au débat, dans les questions, dans ses limites, les questions de l'euthanasie, les questions du suicide assisté. Donc, ma mission, et je l'ai acceptée, c'est de vous rendre compte des fins de vie dans leur singularité et dans leur universalité, et d'en rendre compte aujourd'hui. Et heureusement, j'ai un moyen, un outil merveilleux pour vous en parler, et cet outil, c'est le débat national sur la fin de vie, qui a eu lieu en France entre 2012 et 2014. Et vous connaissez un peu l'histoire de ce débat national. Le président de la République, François Hollande, est élu, il souhaite que soit réécrite la loi sur la fin de vie, et donc, première étape, il confie au professeur Sicard, en juillet 2012, une enquête sur les conditions de la fin de vie aujourd'hui en France. La constitution d'une commission qui va s'appeler la commission Sicard, elle va remettre son rapport qu'on appelle « Penser solidairement la fin de vie » en décembre 2012. Et une des propositions qui est faite, c'est de ne pas se précipiter dans la réécriture de la loi, de prendre le temps d'une réflexion, d'un débat. Et ce débat, il va avoir lieu en 2013 et en 2014. Et il va être organisé en particulier par le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique. Et le CCNE va remettre, si vous voulez, un rapport qui résume un petit peu ce débat national le 21 octobre 2014. Et j'aimerais vraiment m'inspirer de ce qui nous est donné là, dans l'idée d'essayer de comprendre, d'analyser ce que nous dit ce rapport. Mais je ne voudrais pas que finalement mon intervention soit le rapport d'un rapport. Et donc il me semble intéressant de réfléchir à partir de ce que nous dit ce débat national, pour toucher à ces questions qui sont justement des questions universelles. Je vous ai dit, en fin de vie, face à la souffrance, il y a cette dimension du sens. Nos patients, parce que leur vie touche à sa fin, se posent légitimement la question du sens. Quel est le sens de cette vie qui bientôt ne sera plus? Et en même temps, cette vie est encore. Et quel est le sens alors du temps qui me reste à vivre? Et puis quel est le sens de cette mort qui approche? Et puis, encore plus fondamentalement, il y a cette question de qui suis-je? Quelle est mon identité profonde, alors que j'observe de façon rapide, de façon traumatique, j'allais dire, le changement de mon aspect, de mon image corporelle. Quand je ne me reconnais plus dans le miroir, qui suis-je? Qu'est-ce qui en moi, je dirais, demeure? Et nous qui accompagnons ces malades, nous qui les soignons, nous sommes témoins de cette question du patient. Nous ne pouvons pas donner une réponse pour le patient, mais nous pouvons l'aider à la traverser, cette question. Et en même temps, ce qui me semble intéressant, c'est de voir à quel point cette question qui au départ est celle du malade, elle finit par nous être renvoyée pour nous-mêmes, soignants ou accompagnants. C'est-à-dire que nous finissons aussi par être amenés à nous poser cette question, mais finalement, moi qui soigne, moi qui accompagne, mais qui suis-je?
Et cela touche à une question fondamentale, universelle, et qui dépasse justement l'aujourd'hui. C'est cette question fondamentale, mais finalement, qui est l'homme? J'aimerais donc analyser cette question des fins de vie aujourd'hui, avec en filigrane cette question universelle de qui est l'homme. Et quel meilleur moyen, et Jean Leonetti nous l'a bien montré hier, de toucher à ces questionnements que de revenir aux fondamentaux, aux mythes de notre société, et en particulier à ce mythe d'Épiméthée et Prométhée. Et je vous propose de prendre ce mythe comme fil conducteur. Je vais vous le raconter en 3 parties. Chaque partie va soulever une question, et on va voir comment cette question elle est vécue aujourd'hui dans notre pays. Alors ce mythe, il nous raconte tout simplement la création des animaux et de l'homme. Les dieux créent les animaux et l'homme au cœur de la terre. Et avant de leur permettre de rejoindre la surface de la terre pour vivre, ils souhaitent qu'ils reçoivent les attributs, les dons, qui vont leur permettre de survivre. Et ils confient à 2 frères, Épiméthée et Prométhée, 2 titans, la mission de confier à ces animaux et à l'homme les attributs qui vont leur permettre de survivre. Épiméthée est passionné par cette tâche. Il arrive à convaincre son frère Prométhée de le laisser faire, de simplement revenir lorsqu'il aura terminé son travail pour constater son succès. Et son frère accepte. Épiméthée se lance dans cette tâche. Il distribue aux uns la force, aux autres l'agilité, aux autres la ruse, les écailles, les plumes, etc. Et lorsqu'il a terminé son travail, satisfait de tout ce qu'il a fait, il veut se reposer et, à son grand étonnement, il est face à l'homme, il se rend compte qu'il l'a oublié. Il a oublié l'homme, le laissant nu et sans défense. Donc, cette première partie du mythe, elle met en avant cet élément essentiel de la vulnérabilité de l'homme. Ce que nous dit Platon quand il nous raconte ce mythe, c'est que fondamentalement, l'homme est un être vulnérable. Blaise Pascal dira plus tard, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Que peut-on dire aujourd'hui de cette vulnérabilité de l'homme? Est-ce qu'elle existe encore? Eh bien, la fin de vie est justement, à travers cette souffrance globale dont je vous ai parlé, un moment où on vit particulièrement cette vulnérabilité. C'est ce que l'on retrouve par exemple dans le rapport de 2013 de l'Observatoire national de fin de vie. Il nous dit 2 choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, ce qui inquiète nos concitoyens, ce n'est pas tant la mort, contredisant en quelque sorte ce qu'a dit Épictète tout à l'heure. Ce qui aujourd'hui fait peur à nos concitoyens, c'est le mal mourir. Dans cette idée, ce qui est craint, c'est cette mort qui va vous tuer à petit feu, de façon lente. C'est le lent mourir qui effraie. Dans cette idée que ce lent mourir, il est par définition associé à de la douleur, associé à de la souffrance et à de l'inconfort. Or, dans sa conclusion sur ce débat national de fin de vie, que nous dit le Comité consultatif national d'éthique? Il nous dit 3 choses. La première, il y a aujourd'hui dans notre pays un scandale. Quel est ce scandale? Une loi existe depuis 1999, vous la connaissez, qui nous dit « Toute personne dont l'état le requiert a droit à des soins palliatifs ». Bientôt, 17 ans plus tard, on constate que ce droit n'est pas appliqué. En effet, n'a-t-on pas aujourd'hui en France, avec le développement des soins palliatifs, une réponse à ce mal mourir? Il semblerait que cette réponse n'est pas suffisante aujourd'hui. Deuxième élément, il est quand même interpellant, c'est de dénoncer une situation d'abandon d'une immense majorité des personnes en fin de vie. Voilà, c'est quand même fort, des mots comme ça, dans une conclusion sur un débat national. Et 3e point, l'idée d'une fin de vie insupportable, là encore, pour une grande majorité de nos concitoyens. Et insupportable, c'est cet adjectif-là qui doit nous interpeller. Je vous l'ai dit, il y a une souffrance globale en fin de vie. Il ne s'agit pas de l'écarter, de nier, elle est là. Mais de la considérer comme insupportable, là, on doit être interpellé, on doit agir. C'est cet élément de l'insupportable qui ne peut pas nous laisser indifférents. Et donc, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que les soins palliatifs, ils existent en France.
et ils se sont considérablement déployés en termes de moyens. Mais il y a encore une grande inégalité territoriale, premier constat, et autre constat, c'est l'accessibilité. Seulement aujourd'hui, 20% des patients dont l'état le requiert ont accès, ont bénéficié réellement plutôt à des soins palliatifs. Donc on est dans ce débat marqué par cette problématique. L'idée aussi de nos concitoyens, c'est la suivante. Et hier, Jean Leonetti l'a très bien dit. On considère aujourd'hui que la médecine, elle a les moyens de soulager la douleur, elle a les moyens de soulager la souffrance. Donc si la médecine aujourd'hui a ses moyens, eh bien c'est un droit pour tous les malades. Et si c'est un droit étant toujours lié à devoir, c'est un devoir pour tous les soignants, c'est un devoir pour la médecine. Et on retrouve, d'une autre façon, mais on retrouve exactement cette idée dans cette nouvelle loi, Leonetti-Claes, du 2 février 2016. On retrouve en effet dans le premier article un nouvel alinéa qui nous dit « Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » et se rappelle de ce droit. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. On rappelle les droits, on rappelle les devoirs. Et qui dit devoir nous fait nous poser la question suivante. Derrière devoir, il y a un peu obligation. Quelle est l'obligation qui est faite aux soignants? Est-ce une obligation de moyens ou est-ce une obligation de résultat? Vous voyez ce que j'ai mis un petit peu en lumière là dans cet article. Le meilleur apaisement possible de la souffrance. Et puis plus tard, on dit bien tous les moyens à leur disposition. Donc, très clairement, ce qui est demandé de par la loi, c'est une obligation de moyens. Mettre en œuvre tous les moyens. Ça n'est pas une obligation de résultat. Et c'est essentiel de le comprendre, parce que cette obligation de résultat serait tout simplement une utopie. Par rapport à ce que je vous ai dit en introduction, cette réalité de la souffrance globale de la fin de vie qui la caractérise. Et donc, on ne peut pas imaginer de la supprimer, à moins de supprimer la fin de vie elle-même. Point suivant. Il s'agit donc, obligation de moyens, de mettre en place tous les moyens à notre disposition, et notamment tous les moyens de la médecine. Un élément qui me semble intéressant, c'est de comprendre que notre médecine occidentale, historiquement, elle a deux origines. Ce qu'on appelle la médecine esculapienne, ou humaniste, et la médecine hippocratique, ou scientifique. La médecine est née à Épidore, dans le temple dédié, donc en Grèce, à Asclépios, qui est le dieu grec de la médecine, Escula, en latin. En fait, dans ce temple d'Épidore, les prêtres, qui étaient en fait les premiers médecins, accueillaient les malades pour leur permettre de passer une nuit dans le temple. Une hospitalisation, si vous voulez. L'idée, c'était que dans le temple, peut-être que le dieu pourrait guérir le malade. Mais le plus souvent, il se réveillait le matin et il n'était pas guéri. Il était toujours malade. Alors, les prêtres, ces premiers médecins, eh bien, proposaient un temps, on va dire, de consultation avec le malade, dont l'objectif était de lui permettre, en étant finalement acteur de sa prise en charge, de comprendre comment vivre avec et malgré la maladie. Donc, on rappelle dans cette tradition humaniste de la médecine que son rôle premier, ce n'est pas de guérir, c'est d'aider, d'accompagner le malade avec sa maladie. Or, parmi ces prêtres médecins, on était de père en fils, apparaît un certain Hippocrate. Et Hippocrate, il met en place une démarche qui est une démarche fondamentalement scientifique. Il nous dit oui, chaque personne est singulière, chaque personne a à vivre pour lui-même cette maladie. Mais, si j'observe bien, certaines personnes, manifestement, souffrent des mêmes maux. Il met en avant les maladies. Et il met en avant cette démarche pour les diagnostiquer. J'interroge le malade, je l'examine, je fais un diagnostic. Et puis si j'arrive à comprendre la cause des maladies, eh bien je pourrais peut-être un jour les traiter, voire les guérir. On comprend que cette médecine moderne curative, elle est le fruit de toute cette démarche scientifique. La question donc que nous nous posons, concernant cette médecine en fin de vie, en fait concernant les soins palliatifs, la médecine palliative, doit-elle être humaniste, puisqu'en quelque sorte on ne peut plus guérir la maladie? Peut-être qu'on n'a plus besoin de la médecine hippocratique et scientifique.
Ou au contraire, est-ce qu'on n'en a pas plus que jamais besoin, notamment à travers le contrôle des symptômes de la maladie? En fait, on se rend compte, quand on voit cette souffrance globale de la fin de vie, mais qu'on a besoin, fondamentalement, d'une médecine qui soit à la fois humaniste et scientifique. On a besoin absolument des deux. Et c'est ce qui fait la particularité de cette médecine palliative. Mais a-t-on uniquement besoin de cela? A-t-on uniquement besoin d'une médecine et scientifique et humaniste? Est-ce que ce qu'on attend pour prendre en charge les fins de vie aujourd'hui, c'est des soignants qui maîtrisent la technique, qui aient la connaissance, et qui soient en plus humains dans leur manière de prendre en charge? Oui, on a besoin de tout cela. Mais ce qui me semble essentiel, face à la vulnérabilité de l'autre, face à sa vulnérabilité en fin de vie, c'est aussi d'avoir plus que de la médecine, plus que des soignants, des médecins. Et c'est vraiment la place essentielle du bénévolat d'accompagnement, à mon sens, qui n'est pas, si vous voulez, une option qu'on pourrait imaginer dans certains cas. C'est finalement quelque chose de fondamental, de véritablement fondamental par rapport à ce que demande la prise en charge de la souffrance en fin de vie. Et je reprends là un texte sur lequel je vais revenir régulièrement, qui me semble assez fondamental, c'est la circulaire du 25 mars 2008, qui définit l'organisation des soins palliatifs et qui réserve en annexe une annexe entièrement dédiée au bénévolat d'accompagnement. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette annexe? Eh bien, on dit que les personnes bénévoles sont un élément essentiel de la qualité de la prise en charge en soins palliatifs. C'est un élément essentiel. Et on dit plus que cela, on dit que soins palliatifs, et moi je l'entends sous forme de la médecine palliative, et l'accompagnement, et là je pense en particulier au bénévolat d'accompagnement, sont indissociables. Sont indissociables. Et je vous avoue que moi, comme soignant, au départ médecin généraliste, pas forcément formé aux soins palliatifs, je ne comprenais pas bien au départ, parce que je n'avais pas compris tout ce que je viens de vous dire. C'est important, ce rôle des bénévoles d'accompagnement, qui est finalement essentiel et qui est complètement complémentaire à mon rôle, même si je suis un médecin qui essaye d'être humaniste. Seul, je ne peux pas, je dirais, aller au bout de la tâche. Voilà pour ce que me semble important dans ce premier point. Mais l'histoire de Épiméthée-Prométhée se poursuit. En effet, Prométhée revient, il devait constater que tout était en ordre, et il constate le contraire. Et son souhait, et là je veux lui rendre justice par rapport à hier, son souhait en fait fondamental, c'est de sauver son frère, si vous voulez. Il se dit, mais comment faire pour répondre à cette vulnérabilité de l'homme? Et donc là, il va voler en effet à Héphaïstos le feu, et à Athéna les arts. Le feu en fait c'est la connaissance, c'est la science, et les arts c'est la technique. Il les donne à l'homme pour répondre à cette vulnérabilité de l'homme. Évidemment, Zeus l'apprend, et est furieux d'apprendre qu'on a donné un attribut divin à un mortel qui ne peut pas, qui n'est pas un dieu. Et donc il fait deux choses. Il châtie lourdement Prométhée, on vous a expliqué comment hier, et eh bien, il décide de ne pas reprendre ce qui a été donné. Cette deuxième partie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, que fondamentalement, l'homme est un être pensant. En fait, Blaise Pascal dit plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il nous dit certes que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Est-ce que justement, notre médecine moderne, notre médecine curative, n'est pas, j'allais dire, l'archétype de ce que justement l'homme est capable de faire avec la science, avec la technique? Est-ce que finalement, à l'époque où Platon raconte ce mythe, il a conscience à quel point il a raison, l'homme va faire des choses extraordinaires avec la science, avec la technique, avec la médecine? Et est-ce que donc, comme le suggère le mythe, eh bien cette médecine moderne, curative, n'est pas la réponse à la vulnérabilité, à la souffrance de l'homme? Malheureusement, vous le savez, eh bien encore aujourd'hui, dans ce débat national, on fait le constat que non. La médecine moderne curative n'est pas la réponse à cette souffrance de la fin de vie. Et les personnes malades, elles nous disent aujourd'hui, à travers l'Observatoire national de la fin de vie, toujours eu, elles nous disent deux choses. Tout d'abord, leur inquiétude d'être soumise aujourd'hui à une médecine qui privilégie davantage la notion de performance technique plutôt qu'une attention à leur singularité, à leur identité.
Premier élément. Quand ce n'est pas encore pire, lorsqu'elle ne se désintéresse pas tout simplement d'eux, les abandonnant purement et simplement. Et je dis tout à l'heure à quel point une majorité des personnes aujourd'hui se déclarent abandonnées en fin de vie. Alors, il y a alors une autre figure inquiétante de la mort aujourd'hui. La première, c'est le lent, le mal mourir. La seconde, c'est la mort en réanimation. Vous voyez, qui est en quelque sorte l'emblème de cette mort où on est complètement aliéné à la technique médicale. Et où finalement, c'est la maladie, c'est le biologique qui passe avant l'être humain, l'individu. Or, ce que le Comité consultatif national d'éthique, dans son rapport sur ce débat national de la fin de vie, ce qu'il met en avant, c'est cette forte attente de nos concitoyens que leur volonté soit entendue, qu'elle soit respectée, que finalement, ce que l'on reconnaît fondamentalement, c'est l'autonomie du patient, qu'on entende sa parole. Et pour ce faire, ce que nous dit le CCNE, c'est qu'il faut que les choses, elles évoluent. Et ce qui doit évoluer notamment du point de vue de la médecine moderne, c'est qu'il faut abolir une frontière qui existe aujourd'hui de façon très nette entre soins curatifs et soins palliatifs. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, j'ai essayé de vous le schématiser de la façon suivante. Face à une maladie, aujourd'hui, ce que notre médecine propose, ce sont des soins curatifs. Donc, on est dans cette idée d'un espoir de guérison. Et on va utiliser des traitements spécifiques contre la maladie, mais pour la guérir. Mais survient à un moment donné ce que j'ai représenté par, vous voyez, cette ligne pointillée rose. C'est ce moment où on passe dans l'incertitude de la guérison. Cette maladie grave devient probablement, et puis de façon de plus en plus certaine, incurable. Je ne vais pas pouvoir la guérir, donc je sais que mon patient, mais pas forcément à court terme au départ, eh bien il va vers sa mort. En fait, c'est ce moment-là où démarrent les soins palliatifs. C'est à ce moment-là, c'est quand apparaît l'incertitude de la guérison qu'on rentre en soins palliatifs. Or aujourd'hui, eh bien, on ne parle pas de soins palliatifs à ce moment-là, vous voyez. En fait, il y a un peu un vide. Et donc on reste dans ce projet, dans cet espoir qui devient un espoir faux de guérison, dans des traitements qui sont fondamentalement spécifiques, et on ne met pas encore en place les soins palliatifs. L'idée étant, aujourd'hui, les soins palliatifs. Mais c'est si le patient est en train de mourir, vous voyez. On réserve les soins palliatifs à la toute fin de vie, à ce qu'on appelle les soins terminaux. Et donc on comprend à ce moment-là que si soins palliatifs égale mort, eh bien vous n'avez pas envie d'adresser et de mettre en place chez votre patient des soins palliatifs. Ce serait comme lui dire que vous allez mourir très bientôt. Et en même temps, les familles, les malades n'ont pas envie d'entendre parler de soins palliatifs parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de mourir. D'accord ? Donc, à un moment donné, malgré tout, les choses sont inéluctables. On vous dit, on arrête tous les traitements, on ne peut plus rien vous proposer, puis c'est pas moi qui fais des soins palliatifs, donc voilà, ça s'arrête pour nous. Il y a ce sentiment, cette ligne rouge que j'ai notée, qui est ce sentiment de rupture et d'abandon. Comment on pourrait y remédier ? Quel pourrait être un schéma, et qui est déjà aujourd'hui, qui se met de plus en plus en place, je vous rassure, c'est celui d'une idée beaucoup plus progressive. Face à cette ligne rose pointillée de l'incertitude de la guérison, eh bien, on va mettre en place à la fois toujours les soins curatifs et les soins palliatifs. Pourquoi toujours les soins curatifs ? Parce qu'il s'agit de ralentir l'évolution de cette maladie, de stabiliser, si possible, cette maladie, même si on ne sait plus la guérir, mais en même temps de privilégier, et de plus en plus par rapport à l'évolution de la maladie, eh bien, les traitements, les soins symptomatiques, le confort du malade, la prise en charge globale du malade. Donc au fur et à mesure de l'évolution, de moins en moins de traitements spécifiques, de plus en plus de traitements symptomatiques, et quand arrive ce moment des soins terminaux, il n'y a plus de rupture de la prise en charge. Les acteurs sont les mêmes. Il n'y a plus ce sentiment d'abandon. Voilà ce que met en avant, vous voyez, le CCNE finalement. Et on retrouve cette idée dans la loi, dans cette nouvelle loi, à travers un autre article, l'article 5. Voilà ce qu'il nous dit. Tout patient a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement, mais le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Vous voyez, j'arrête, je dis je ne veux pas de chimiothérapie. Dans cet exemple-là, j'espère qu'il n'y a pas d'oncologue dans la salle, mais c'est un exemple parmi d'autres. Eh bien, il ne s'agit pas de dire en tant que médecin oncologue, vous n'acceptez pas mon traitement spécifique et moi je suis là pour ces traitements-là, donc c'est terminé entre nous. La loi, elle va très loin. Elle dit que c'est tout médecin, donc tout soignant, parce que les médecins travaillent avec des équipes,
C'est tout le monde soignant qui doit proposer aussi des soins palliatifs. Ce n'est pas quelques médecins formés dans quelques bastions d'unités de soins palliatifs. C'est toute la médecine dans son ensemble qui doit proposer des soins palliatifs. C'est ce que nous dit très clairement la loi. Alors j'aimerais, en repartant toujours de cette circulaire du 25 mars 2008, vous parler des objectifs. Ça m'a paru intéressant. Cette circulaire, elle donne 4 objectifs aux associations de bénévoles. Et vous réfléchissez au bénévolat aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est une proposition que je vous fais, un point de départ dans votre réflexion. Mais quels sont nos objectifs finalement? Le premier objectif, je le dis avec vous, c'est sensibiliser la société dans son ensemble, le grand public, les instances politiques et administratives, les responsables institutionnels, afin de contribuer à l'évolution des mentalités. Dans cette idée d'une médecine qui doit, vous voyez, intégrer soins palliatifs et soins curatifs, dans cette idée de dire aux gens, les soins palliatifs, c'est pas juste quand vous êtes en train de mourir, n'y a-t-il pas là un message à donner, non seulement au monde soignant, mais surtout à la société tout entière. Le premier objectif qui vous est confié, c'est cette idée de sensibilisation, et ce qui a été fait hier en est un très bon exemple. Mais le CCNE poursuit sa réflexion, et là il se réadresse peut-être davantage à la médecine palliative, ou plutôt à la médecine dans son ensemble, en lui disant, il s'agit d'intégrer soins curatifs et soins palliatifs, ce qu'on vient de dire, dans une véritable culture du soin, et du prendre soin conçu comme un seul soin. Il y a du Walter Esbin là derrière, hein, pour ceux qui connaissent. C'est cette idée que, en tant que médecin, en tant que soignant, on a à faire des soins, c'est notre pratique, notre technique, mais il ne s'agit pas uniquement de faire, il s'agit aussi de prendre soin, dans la reconnaissance, dans l'attention qu'on a à l'autre, dans la reconnaissance de sa singularité. Je ne soigne pas une maladie, encore, je soigne une personne, un individu, dans sa singularité. Et donc, il s'agit de proposer cette nouvelle culture du soin et du prendre soin, non seulement en fin de vie, mais aussi en amont, nous dit le CCNE. Ça veut dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure n'est pas faux, mais est incomplet. Ce que nous dit le CCNE, c'est que ce n'est pas la médecine en fin de vie qui doit être humaniste et scientifique, c'est la médecine, tout simplement, qui doit être humaniste et scientifique. La médecine scientifique seule n'est pas la réponse à la souffrance, et notamment à la souffrance en fin de vie. Mais quand je dis ça, je suis presque à contre-courant. À contre-courant de quoi? Eh bien, d'une pensée qui est de plus en plus présente dans notre société, et qu'on appelle le transhumanisme. Que nous dit fondamentalement le transhumanisme? Mais il nous dit, regardez, vous voyez l'évolution de l'espérance de vie, hein, depuis le XVIIIe siècle, vous voyez, regardez, elle est linéaire, elle est constante. Et en fait, que va-t-elle devenir? Eh bien, elle va devenir exponentielle. Elle va devenir exponentielle. Pourquoi? À cause des NBIC. Parce qu'aujourd'hui, au début du XXe siècle, on a le N, la nanotechnologie. On a la biotechnologie, le génie génétique. On a l'informatique. On a les sciences cognitives. Et en fait, avec cela, et on parle de 2045, l'homme va devenir immortel. On va vaincre la mort. Et en fait, et c'est là que cette vision est bien une vision purement scientifique, hippocratique et pas humaniste, on va supprimer l'homme tel qu'il existe aujourd'hui pour créer un nouvel homme, immortel, et on va supprimer la souffrance aussi à ce moment-là, notamment la souffrance de fin de vie, par définition. Alors je ne m'étends pas plus sur ces idées-là, est-ce qu'on va réellement pouvoir devenir immortel? Mais pour vous dire cependant qu'il y a un questionnement de fond qui est face à ces technologies qui sont, elles, bien réelles, et qui vont faire évoluer les choses et les prises en charge. Comment nous situons-nous, en particulier d'un point de vue de la médecine humaniste? Et je reviens au deuxième objectif dans la circulaire de 2005 concernant les associations de bénévoles. Maintenir un questionnement permanent et une veille sociétale sur les risques d'exclusion générés par l'évolution de la société et les progrès scientifiques. Est-ce que ces questions autour du transhumanisme, eh bien, on n'a pas, en tant qu'association bénévole, finalement, à s'y pencher, à réfléchir, dans la mesure où, vraiment, cette idée de l'homme, eh bien, elles viennent l'interroger. Voilà pour ce qui était la deuxième. Et maintenant, je vais terminer l'histoire de ce mythe, parce qu'il n'est pas fini. Pourquoi n'est-il pas fini? Parce que Zeus, qui, je vous l'ai dit, a décidé de ne pas reprendre le feu et les arts aux hommes,
eh bien s'inquiète. Et de quoi s'inquiète-t-il? Eh bien l'homme qui a rejoint la surface de la Terre est en voie de disparition. Il est en voie de disparition parce que seul, face à la nature, malgré le don qu'il a reçu, il n'est pas capable de survivre. Donc sa seule voie de salut, c'est de former des communautés, des cités. Mais l'homme, dans sa cité, s'entretue. C'est presque pire que la nature. Et donc, Zeus constate que l'homme est en voie de disparition. Alors que fait-il? C'est ce que cette image représente. Il envoie son messager, Hermès, pour donner à l'homme un autre don divin qui lui est manifestement indispensable, c'est celui de la politique, c'est celui de l'éthique. En effet, la science sans l'éthique est destructrice, et l'homme a besoin de cette idée de la politique, c'est-à-dire de cette vie en communauté. Que retenons-nous de ça? La Bible nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Respect de l'autonomie de la personne, mais dans une société. On en a parlé aussi hier, cet élément essentiel. Autre élément, c'est Aristote qui nous dit « L'homme est un animal, mais c'est un animal politique ». Et donc, en effet, il s'agit d'interroger aussi notre société. Et la fin de vie interroge, à mon sens, particulièrement notre société. Et en particulier, dans un premier temps, la question de où meurt-on aujourd'hui, où mourir aujourd'hui. Et ça, c'est, me semble-t-il, une question essentielle. Alors, la réponse, conférence de citoyens organisée par le CCN en 2013, moi, elle me fait froid dans le dos. Aujourd'hui, en France, on meurt le plus souvent à l'hôpital, en maison de retraite, seul, parfois abandonné, en tous les cas, éloigné de son environnement quotidien et familial. Est-ce que la réalité de la fin de vie aujourd'hui, ce n'est pas d'abord une mort sociale avant la mort elle-même? En effet, le CCNE nous dit, aujourd'hui en France, la France est un des pays où en Europe, on meurt le moins souvent chez soi. En fait, les chiffres, on meurt à l'hôpital dans 58% des cas, et à domicile seulement dans 30% des cas. Et pour vous faire un peu réfléchir, je vous ai laissé faire le calcul pour le troisième chiffre, 12% en EHPAD. Or, c'est finalement à domicile, nous dit le CCNE, que les soins palliatifs sont moins développés. Et là, j'aimerais poser une question à l'association de bénévoles que vous êtes, et le bénévolat d'accompagnement. Qu'en est-il à domicile? C'est une question vraiment que je pose. Dans ce que je peux connaître de mon expérience de médecin généraliste, c'est difficile que des bénévoles soient libres pour venir à domicile. Ça me semble plus difficile que de l'organiser, de le structurer dans les hôpitaux. Question que je pose aujourd'hui. Les deux derniers objectifs de la circulaire de 2005 vont dans ce sens-là. Troisième objectif, accompagner les personnes en souffrance, quel que soit le lieu où se trouvent les malades, dans le respect de la singularité de chacun. Et quatrième et dernier objectif, s'adapter à l'évolution des nouveaux besoins qui émergent au sein de la société. Et là, je voudrais venir un peu plus vers mon expérience que je peux observer comme médecin de soins palliatifs, médecin généraliste, c'est pour moi une question vraiment contemporaine, la question de où meurt-on aujourd'hui, où terminer sa vie aujourd'hui. Il me semble que cette question est en souffrance dans notre société. Parce que ce que nous disent la plupart des enquêtes, c'est que les personnes malades, lorsqu'on les interroge, elles souhaitent mourir chez elles, entourées de leurs proches. Et je viens de vous prouver que ce n'est pas le cas, en tout cas pas du tout en France. Alors pourquoi? C'est bien qu'il y a sans doute des limites, et notamment, première limite, les limites du domicile. Et les limites ne sont pas tant techniques à mon sens. Pour avoir été coordonnateur d'HAD quelques années, je me dis qu'on peut organiser des choses très techniques à domicile. Par contre, ce qui me semble être le facteur limitant principal, c'est l'entourage. Qui est en première ligne? Ce n'est pas les soignants, ce n'est pas le médecin traitant, ce n'est pas les infirmiers libéraux, c'est l'aidant principal, le conjoint, l'enfant, le proche, le voisin, qui sais-je, celui qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, celui qui, fondamentalement, fait que ce maintien à domicile est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est suffisamment aidant, est-ce qu'on prend suffisamment en charge ces aidants principaux, comme on les appelle? Je pense que là, il y a une vraie problématique qui doit être soulevée, et je suis heureux de voir depuis quelques années qu'on parle de plus en plus de la question du répit de l'aidant principal. Je pense que ça, il faut continuer à réfléchir à cette question. C'est essentiel si on veut évoluer. On va dire, on va développer plus d'équipes mobiles, plus de moyens pour les soins palliatifs à domicile. Mais c'est là l'axe principal, à mon sens, que proposer pour les aidants principaux. Juste un petit exemple, Baluchon Alzheimer, je trouve que c'est extraordinaire. Pourquoi ne pas le faire
pour les soins palliatifs. Donc, c'est l'idée, un répit, pourquoi c'est toujours j'hospitalise le malade et il quitte son domicile. Là, c'est une équipe, qui Baluchon, qui vient remplacer les dents principales un temps, permettant à les dents principales de faire un voyage, de se ressourcer ce temps-là, mais sans que la personne soit déracinée. Ça, je trouve, voilà, c'est une piste qui m'enthousiasme. Il faudrait peut-être la creuser. Nous, on a mis en place, dans la clinique où je travaille, un hôpital de jour qui ne propose pas simplement des soins, qui propose des activités d'art-thérapie, des sorties au musée, des sorties marché de Noël de Strasbourg, etc., des vacances. Et ce temps-là, c'est aussi un temps de répit pour les dents principales. Et puis, il y a une autre question, et ça, c'est pas rien, mais c'est toutes ces personnes qui n'ont pas des dents principaux, qui aujourd'hui sont seuls à domicile, et parce qu'ils sont seuls, en fin de vie, face à leur vulnérabilité, on fait le constat que, tout simplement, le retour à domicile n'est pas possible. Ils doivent rester à l'hôpital. Or, on essaye, mais il me semble qu'on est au balbutiement, de mettre en place aujourd'hui ce qu'on appelle, j'ai entendu, maison de vie, habitat partagé, des lieux qui soient des lieux du domicile, maison standard, mais qui permettent l'accueil de ces malades en fin de vie, qui sont chez eux, presque comme chez eux. Aux Pays-Bas, ça existe depuis très longtemps, c'est les Benathuishuis, les maisons presque à la maison, les maisons presque comme chez soi. D'accord ? Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'elles ont été mises en place par les associations de bénévoles d'accompagnement aux Pays-Bas. C'est eux qui ont créé ce mouvement des Benathuishuis, qui ensuite ont été reprises par le gouvernement, financées par le gouvernement, etc. Mais il me semble aujourd'hui vraiment il y a des initiatives, mais je crois que c'est des initiatives locales qui ne se pérennisent pas. Là, il y a quelque chose à réfléchir en société, et si l'initiative ne doit pas forcément être celle des associations de bénévoles, je pense qu'un partenariat serait utile et indispensable. Et puis, du coup, la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité de l'hôpital, on l'a vu. Mais à l'hôpital, il y a ce diktat de la DMS, la durée moyenne de séjour, qui me donne des boutons, une allergie aiguë. Parce que ces malades, ils n'ont plus de soins curatifs. Donc on dit, mais vous n'avez plus rien à faire à l'hôpital. Sauf peut-être à mourir. Mais vous ne mourrez pas assez vite. Et nous, dans nos unités de soins palliatifs, les gens sont bien, ils se posent, ils ne meurent pas. Et là arrive le diktat de la durée moyenne de séjour. Et donc on fait des malades, des personnes ils se rendent compte qu'ils ne sont pas bienvenus. Ils deviennent presque des nomades, vous voyez, qu'on déplace de lieu en lieu. La vie, la mort à l'hôpital en France devient une vie de nomade. Est-ce qu'un élément important de la qualité de la prise en charge en fin de vie, c'est pas justement de pouvoir être dans un lieu pour se poser en quelque sorte? Je pense que là, on a énormément de progrès à faire. Peut-être déjà à commencer par supprimer la DMS en soins palliatifs, mais je crois que c'est pas forcément suffisant. Dans notre clinique là, à Strasbourg, clinique de la Toussaint, on a mis en place un SSR soins palliatifs, soins de suite et réadaptation. De la réadaptation en soins palliatifs. Et oui, tout à fait. Dans l'idée, vous voyez, pour des retours à domicile qui sont manifestement compliqués, de créer un projet. Et c'est ça l'objectif de la rééducation du malade, c'est de lui permettre de recréer un projet de retour à domicile. Parfois, c'est vrai que c'est compliqué, on fait plutôt des alternances. Mais on peut y arriver de cette façon-là. Mais notre constat, c'est que souvent les personnes jeunes ont la ressource de se redéployer dans un nouveau projet. Mais pour beaucoup de personnes âgées, elles n'ont plus cette ressource-là. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose? D'attendre vainement une place en maison de retraite. Et souvent, elle ne vient pas à cette place. Les maisons de retraite ont des réticences aussi par rapport à la charge en soins. Alors, on dit que c'est plutôt, il faut aller en long séjour, ce qu'on appelle aujourd'hui les SNTI. Il y a une bonne volonté de la part du service, mais pas assez de place. Donc, on a, voilà, vous êtes chez nous, mais vous ne devriez pas y être, et on ne sait pas où vous devez aller. Est-ce que là, il n'y aurait pas une réflexion à avoir par rapport à des lieux, par exemple des unités, c'est une idée, des unités qui sont attenantes aux EHPAD, mais qui soient spécifiquement dédiées à ces prises en charge de fin de vie de personnes âgées. Alors, souvent ce qu'on dit, oui, mais ce seront des mouroirs, ce qu'on disait aussi des USP. Mais qu'est-ce que c'est un mouroir? Si c'est un lieu où des gens meurent, alors l'hôpital est un mouroir. Pour moi, un mouroir, c'est un lieu d'exclusion où l'on meurt. C'est cette idée de la mort comme lieu d'exclusion. Mais ces lieux, justement, la place des bénévoles, c'est la même chose dans des maisons de vie, doit être aussi au cœur de cette lutte contre cette idée d'exclusion de la mort. Si ces lieux restent des lieux ouverts, des lieux de vie jusqu'à la mort, alors ce ne seront pas des mouroirs à mon sens. Voilà. Ce sont des questions, je n'ai pas les réponses, mais la grande question, c'est où meurt-on aujourd'hui en France? Finalement, c'est la question de la solidarité, vous comprenez, qui est posée. La solidarité dans une société qui nous dit à la fois il faut de plus en plus d'autonomie, peut-être jusqu'à une forme d'individualisme,
mais la fin de vie met en avant cette idée de dépendance, comment on associe autonomie et dépendance. Cette idée aussi de performance, aujourd'hui dans nos sociétés, qui nous est demandée, qu'en est-il de la performance de ce patient en fin de vie face à cette souffrance globale? Et alors vient cette question de la solidarité, et cette crainte qu'on pourrait avoir dans cette société, d'une menace qui serait, et ça je cite Marie de Henzel dans son dernier livre, On veut tous mourir dans la dignité, d'une inversion de la solidarité. Vous voyez, un danger serait de dire, la solidarité, c'est pas de venir en aide à celui qui souffre, qui est dépendant, c'est d'attendre de lui, eh bien, qu'il s'en aille, pour être solidaire de ceux qui sont performants, bien portants. Vous voyez, ça je pense que c'est quelque chose qui, en filigrane, pourrait nous menacer, notamment dans une société qui autoriserait l'euthanasie ou le suicide assisté. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, sachant qu'il est normal et bienveillant de la part des personnes en fin de vie de ne pas vouloir peser sur ceux qu'ils aiment. Avec cette question qui était posée par Jean Lénaudy hier, est-ce que tu veux que je meure comme ça, par cette violence-là? Souvent, c'est pas ce que disent l'entourage des patients. Et alors, en début de conclusion, je dirais, finalement tout ce que je viens de vous dire concernant cette importance de la solidarité, c'est ce qu'on retrouve dans cette merveilleuse conclusion de ce qu'on appelait le rapport Sicard, en décembre 2012. Alors je voudrais le lire avec vous. Il serait illusoire de penser que l'avenir de l'humanité se résume à l'affirmation sans limite d'une liberté individuelle, en oubliant que la personne humaine ne vit et ne s'invente que reliée à autrui et dépendante d'autrui. Et ça se poursuit. Un véritable accompagnement de fin de vie ne prend son sens que dans le cadre d'une société solidaire, qui ne se substitue pas à la personne, mais lui témoigne d'écoute et respect au terme de son existence. Est-ce qu'on n'a pas là une merveilleuse définition de ce qu'est la mission du bénévolat d'accompagnement aujourd'hui? Et on retrouve exactement cette idée-là dans toujours cette fameuse circulaire du 25 mars 2008, qui insiste en premier lieu sur cette idée de la gratuité de votre engagement bénévole. Et cette gratuité, elle a un sens. Elle fait que vous n'intervenez pas qu'à titre individuel. Vous intervenez, nous dit le texte, au nom du corps social. Et ça me semble essentiel, de se dire, je ne suis pas qu'à titre individuel, je suis là aussi au nom du corps social, au nom de la société. Au nom d'un message que je porte de la part de la société vis-à-vis de cette personne qui souffre. Et qu'est-ce que je lui dis fondamentalement? Eh bien qu'il appartient toujours à cette communauté humaine, de manière à ce que ces lieux de fin de vie soient des lieux ouverts sur ce monde, que les gens sentent qu'ils sont encore membres à part entière de cette communauté, et non pas exclus de celle-ci. Et par votre regard, nous dit le texte, il y a cette confirmation de la personne dans son identité, dans sa dignité. Vous voyez. Cette personne qui dit « Qui suis-je? Qu'est-ce qui en moi demeure alors que tout change ?» Par votre regard, par votre écoute, mais vous lui signifiez qu'en tout cas, il est manifestement quelqu'un, déjà pour vous. Et donc, vous l'aidez à trouver qu'est-ce que je suis fondamentalement. Mais manifestement, je suis quelqu'un pour l'autre. Et pour cette société, au nom de qui il parle, en tant que citoyen. Alors, en conclusion, je reprends ce beau tableau qui, il y a deux panneaux, un est à Munich et l'autre est à Strasbourg. Alors évidemment, je vous ai proposé celui de Strasbourg. Finalement, ce qui me semble intéressant de retenir, c'est ce débat national sur la fin de vie, cette réflexion sur la fin de vie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? En fin de vie, fondamentalement, l'homme fait l'expérience d'une souffrance globale. Et le défi qui est lancé, non seulement au monde médical, mais à la société tout entière, c'est, et c'est ce qu'on retrouve dans la loi, comment offrir le meilleur accompagnement possible de cette souffrance. Or, notre réponse, elle ne peut pas être uniquement technique, mais elle ne peut pas être également uniquement médicale. Il ne s'agit pas de dire c'est l'affaire de la médecine, c'est l'affaire de toute notre société, et votre engagement en est un élément essentiel. Donc en effet, cette question des fins de vie aujourd'hui, elle interroge notre société tout entière, et elle lui appelle à créer cette société réellement solidaire par ce témoignage d'une écoute, d'un respect de la personne au terme de sa vie. Je vous remercie. L'association de J'aime ma vie, Vierzon, dans le centre. Alors c'est pas vraiment une question, mais c'est une constatation. Nous faisons déjà du domicile dans le Cher, mais très peu, parce que ça demande beaucoup de bénévoles, beaucoup de temps, plus de temps encore que l'hôpital.
Et nous avons beaucoup de mal déjà pour l'hôpital, alors le domicile, nous en refusons régulièrement et beaucoup. Voilà, c'est une constatation difficile pour nous parce que nous refusons quelque chose et on peut rien faire. Voilà. Oui, j'en ai vraiment conscience et voilà, je vois que vous partagez un peu mon constat. Et en même temps aussi, voilà, je ne vais pas dire mon regret, mais c'est vrai que c'est ce problème, on ne peut pas tout faire, il faut cibler aussi ses actions pour bien faire ce qu'on peut faire. Voilà, peut-être, je ne sais pas s'il y a une autre personne, c'est difficile, on vous voit plus. Oui, là, peut-être tout à fait en milieu d'amphithéâtre. Merci de courir passer le micro aux personnes. Oui, dis-y, madame. Bonjour, je m'appelle Claudanie et je viens de Mâcon, Présence en Saône-et-Loire. Ce qui m'a interpellée, c'est la mise à l'écart. Et je pense que n'importe quelle personne handicapée se sent mise à l'écart. Qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est immense. C'est immense, oui. C'est immense parce que ça touche à la question de la société. Ou à l'approche du décès de leurs proches. Celles-ci peuvent donc avoir besoin de soutien autre que celui des soignants. Bien sûr, les bénévoles ne sont pas là pour suppléer les soignants dans les soins. Nous pensons pourtant qu'ils ont une place essentielle dans l'accompagnement des patients. Effectivement, la relation de confiance est primordiale dans l'accompagnement des personnes soignées. C'est une relation unique et privilégiée. Pourtant, elle peut être difficile à établir pour les patients hospitalisés au SSR, sachant que l'équipe soignante est très grande et qu'il est donc possible que chaque jour, les patients soient soignés par des personnes différentes. Les bénévoles, eux, viennent régulièrement chaque semaine et sont à l'écoute des patients. Ils sont là pour eux, sans rien qui ne vienne interrompre leur visite, tels que les appels téléphoniques ou des soins vers des patients cliniquement instables. Cela leur permet de tisser une relation de confiance durable. Ils offrent une présence pour traverser la difficulté et les accompagnent pour maintenir un lien et refuser l'isolement. Du point de vue soignant, nous réalisons à quel point les visites des bénévoles sont importantes au sein du SSR. En effet, notre rôle d'accompagnement dans les soins palliatifs est un investissement auprès des patients. C'est un engagement propre à chacun de vouloir être présent pour la personne malade et ses proches afin de les soutenir dans la confrontation à une mort dont l'imminence s'impose à eux. Donc même si cela n'enlève rien à notre rôle, la présence des bénévoles auprès des patients nous enlève un peu de culpabilité. Dans le sens où même si l'envie et la volonté d'être plus présent vers les patients ne suffit pas toujours pour le faire. Nous savons que les bénévoles leur consacrent du temps chaque semaine gratuitement. Ils nous sont donc complémentaires. Notre collaboration avec eux est essentielle pour une meilleure prise en charge des patients et de leurs proches. Du point de vue du patient, dans la majorité des cas, il ressort des interventions jalmales qu'ils apprécient de voir des personnes extérieures au monde soignant. Cela leur permet de voir des personnes sans blouse blanche et donc de sortir un peu de ce monde hospitalier. Les bénévoles apportent de la fraîcheur extérieure. Ils peuvent parler d'autre chose que des médicaments et des soins. Nos patients se sentent moins isolés dans cette période où ils sont confrontés douloureusement à la solitude, au deuil que peut causer la maladie. Ils ont en effet un sentiment de continuer à appartenir à un groupe social, à se sentir vivants et à être reconnus malgré les changements liés à la maladie et ou à la vieillesse. Pour illustrer mon témoignage, j'ai décidé de partager avec vous une expérience professionnelle qui m'a beaucoup touchée. Nous avons accueilli il y a quelque temps une personne d'une cinquantaine d'années, donc jeune,